Je suis née à Chandrieux, hein, au village d'en haut. J'ai pas fait beaucoup de chemin, hein, et je me suis mariée à Ambal, au village de Vars. Chautagnarde pur sang, hein. Pur sang. Vous savez, je suis née à Lyon et moi j'ai grandi à Lyon jusqu'à mes 18 ans. À 18 ans, je me suis mariée avec mon mari, M. Terrier, qui était boulanger à Chandrieux. Je suis née à Botte-Val-Tarentaise, dans le lit de ma grand-mère. Parce que ma maman était très jeune à l'époque et ça s'est fait hors famille parce qu'il n'y avait pas de docteur à 1000 mètres. En mois de décembre, il y avait des mètres de neige. Moi, je suis née à Chevigneux, hein, donc le hameau qui est tout à fait rue aux Chevigneux. Je ne sais pas si vous avez déjà été là-haut. En 1944. Je suis né ici, dans la chambre du dessus, là. Voilà, donc il y a 70 ans, 14 février 55. Donc voilà, c'est tout frais. Et donc, comme mes frères et sœurs, on est tous nés à la maison. On doit faire partie à peu près des derniers de la commune de Chandrieux à être nés à Chandrieux. Donc il faudra regarder l'état civil à la mairie, mais après, il ne doit pas y avoir beaucoup de naissances. Il y avait une sage-femme, mais quand elle a pris sa, on ne peut pas dire sa retraite, mais elle s'est arrêtée de travailler, il a fallu aller à Aix. On n'avait pas de voiture, c'est un monsieur qui nous... Ben c'est l'ancien maire qui avait dit à mon mari, mais quand tu auras besoin d'emmener ta femme, donc c'est lui qui m'a emmené, mais quand même, ça me tracassait. C'était pas drôle, hein. Surtout que les passages à niveau, c'était pas automatisé, hein. C'était pas pareil. Moi, je sais que ma grand-mère nous a toujours dit que mon papa, quand il est né, elle était à la vigne en dessous de Chevigneux. Quand ça lui a pris, elle est montée à pied et elle a accouché après. Alors, donc, tu vois, c'était pas resté couché, machin. Elle avait même des jumeaux. Alors, c'était une autre époque. Et, je suis venu à l'école à Chandrieux, ici, bien sûr, avec des copains. Mais là, dans le secteur, je n'avais qu'un copain. On n'était pas nombreux. Il y avait le café de la gare, chez qui il y avait un enfant qui avait 3 mois de plus que moi. On faisait 3 km tous les jours pour aller à pied, bien sûr, parce qu'il n'y avait qu'une voiture dans le village. Un vieux monsieur qui avait été blessé à la guerre, donc il pouvait quand même conduire, il avait une petite 4 chevaux. Et quand on allait à l'école, quelquefois, il disait « Ah, vos cartables sont lourds ». Il mettait tous les cartables des enfants dans sa voiture pour les poser à l'école. Et puis, oui, on était nombreux, il y avait beaucoup d'enfants à Croisin. Chez nos voisins, ils étaient 5 ou 6, je crois. Donc on allait tous à l'école ensemble. On trouvait le trajet moins long comme ça. C'est sûr qu'on allait à pied. On finissait, je sais pas, à 11h30, on recommençait à 1h30, alors on montait manger, puis allez, hop, on repartait. Et en sabot, hein, pas en petites chaussures, en bottes de mélin, hein, en sabot. Nous, les villages qui étaient éloignés, souvent on mangeait chez les sœurs, c'est-à-dire on posait nos gamelles le matin, et elles nous les faisaient chauffer à midi. On mangeait chez les sœurs à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de cantine. Après, il y a eu la cantine, mais dans les années 60, 50. Et puis, il y a bien entendu une cantine qui a été ouverte. Et cette cantine, elle a existé au-dessus de la salle de mairie, avec la salle à côté qui faisait le réfectoire. Et c'était assez, rudimentaire, puisque la commune a acheté ce qu'il fallait, mais c'était du matériel assez, je dis bien, rudimentaire. Elle a été tenue par une cuisinière, Jeanne Monod, pendant 8 ans. Et puis à sa retraite par Aline Perrin. Elle était seule chaque fois pour préparer chaque jour 50 repas. J'en parlais avec ma femme, je me dis c'était une reine cette femme. C'est vrai, elle était formidable. Moi j'étais en dessous à la mairie, alors souvent elle venait m'appeler quand il y avait un petit souci.
Alors, pour faire des repas et servir les enfants de 11 à 15 ans, avec des moyens matériels limités, oui, mais avec beaucoup de sérieux et de courage. Alors, chaque semaine, il y avait les frites, tant convoitées par les élèves, et Madame Monod commençait dès 6 heures le matin pour éplucher à la main des kilos de pommes de terre. C'est tout à la main. Quand on y pense, maintenant, ce serait, je sais pas, c'est pas faisable. Personne ne pourrait faire ça ou voudrait faire ça. Je pense on avait de très bons instituteurs. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'on avait de bons instituteurs. Quand on travaille bien, on n'a pas de soucis. Moi, j'aimais bien tout, j'y arrivais bien. Après, on est allé jusqu'en... Je suis partie en 6e, mais j'étais obligée d'être interne à Aix-les-Bains parce qu'il y a eu un collège d'enseignement général qui s'est créé en Chautagne, mais il s'est créé l'année d'après où je suis partie. Donc la première année, il faisait 6e, après il faisait 6e, 5e, et moi j'avais toujours une petite longueur d'avance et j'ai jamais pu aller à Chandrieux. Mais bon, ça s'est très bien passé à Aix. On était aussi pas mal de jeunes du coin là, à être interne là-bas. Toute une bonne petite équipe, quoi. C'était bien. Au collège, moi j'enseignais, à l'époque c'était pas mal, j'enseignais le français, l'histoire géo, l'italien, et je faisais la gym. Parce que j'avais passé les différents, comment ça s'appelle, diplômes, quoi. Les différents diplômes pour enseigner ça, ça valait le coup, quoi. C'était très très varié, c'était bien, bien, bien. Donc moi j'étais en primaire, et c'était encore l'époque du certificat d'études. Vous savez, ce beau diplôme qu'on encadrait, puis qu'on accrochait au mur. C'était souvent le seul diplôme que beaucoup de gens possédaient. Mais c'était utile parce que pour être facteur, il fallait avoir le certificat d'études. Ce qui prouvait qu'on savait au moins lire et écrire. Regardez comment on avait quand on travaillait bien au collège. 3e C a mérité d'être inscrite au tableau d'honneur pour sa conduite et son travail pendant le 2e trimestre 1955. Alors là, j'en ai plein, j'ai ma carrière complète. Chaque année, on faisait des voyages scolaires, oui. Oui, on allait à droite, à gauche, à l'aiguille du Midi. Oui, oui. Oui, ça se faisait bien, les voyages scolaires. Oui, oui. Le grand moment de soulagement des voyages scolaires, c'est quand on revenait et qu'on comptait les gosses qui descendaient du car. S'il y avait le même nombre qu'à l'aller, c'était bon. Le voyage scolaire, c'était pas triste. Non. Et les gens fréquentaient bien, parce qu'à l'époque, il n'y avait encore pas beaucoup d'automobiles. Il y avait aussi un truc à signaler que beaucoup ignorent, à part ceux qui en ont profité. Il y avait un couple d'instituteurs à Chandrieux, monsieur et madame Caillé. Ils avaient créé une plage scolaire. C'était au lieu-dit La Parfaine. Enfin, pour ceux de Chandrieux connaissent La Parfaine. Ils avaient même fait construire un ponton, parce qu'il y avait très peu d'eau, pour aller plus loin, pour avoir un minimum d'eau. On a appris à nager avec notre instituteur à l'école, parce qu'on allait, je ne sais plus, c'est une fois par semaine, on allait à Châtillon et on a appris à nager comme ça. À l'époque, il fallait aller à l'église, au catéchisme. La question ne se posait pas, c'était obligatoire. Hein. Donc, le catéchisme, il est à 7 heures. Hein. Alors, vous voyez l'hiver un peu. Et quand on arrivait en retard, le curé, il nous foutait dehors. On arrivait de Grosin, on avait marché dans la neige, parce qu'il y avait de la neige à cette époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Je vous assure, il y en avait épais. Hein. Et bien, on arrivait, il nous mettait dehors, le curé. Parce qu'on avait 5 minutes de retard. Tous les matins au catéchisme. Pendant 3 ans
Les garçons allaient servir la messe, ils avaient chacun leur semaine. Non, une semaine. Donc, à 7h, il fallait être à l'église. De 7h à 8h, il y avait la messe. De 8h à 9h, il y avait le catéchisme. Et on commençait l'école à 9h. On avait une communauté de sœurs religieuses. Hein, et elles recevaient quand même beaucoup à midi des enfants qui étaient éloignés, Châtillon, et qui apportaient à manger, mais qui permettaient de manger au chaud, où elles pouvaient même faire réchauffer leur repas. Comme les sœurs n'avaient pas de quoi chauffer, on partait avec notre morceau de bois sous le bras pour nous chauffer. Là-bas, on s'amusait, ou les sœurs, elles nous occupaient aussi, quand c'était la saison, à recueillir le tilleul pour faire des tisanes, et pendant midi, on faisait ça et tout. Et puis, on appelait ça un patronage pour les jeunes filles. C'est drôle que je vois toujours cette grande façade grise. Ah, je me trompe pas, là. Oh, ben, je m'occupais des enfants. Des enfants pour le catéchisme? Du catéchisme, et puis aussi pour les moucher quand elles ne savaient pas. Et puis, quoi encore? Quand elles criaient, oui. Eh bien, je lui disais de pas crier. Non, j'ai bien vécu là-bas. Oui. C'était des sœurs qui, en même temps, donc elles étaient 3. Il y en a une qui faisait le patronage, qu'ils appelaient le patronage, c'était le centre de loisirs actuel. Tous les jeudis, j'allais à l'ouvroir. Oui, j'ai appris à broder aussi. Oui. Ah oui. Puis à faire je faisais du crochet aussi, je crois, oui. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle nous faisait faire aussi, c'est vrai, les religieuses. Ah. Et puis il y avait aussi du théâtre, théâtre paroissial. Les sœurs qui... les religieuses, oui, qui prenaient les filles, voilà. Et puis le curé, lui, prenait des garçons. Et puis c'est sûr que entre les deux, c'était celui qui faisait le mieux. Hein. Alors il y avait une première séance, c'était dans l'hiver, la première séance, là, évidemment, c'était à la salle Saint-Joseph, c'était plein. Hein. Il y avait du monde, hein, c'était plein. Bien. Et puis après, je sais pas, un mois et demi après, rebelote. Ils remettaient ça. Et de nouveau, il y avait du monde. Ben oui, c'était une distraction. Hein. Et puis ça faisait l'occasion que les gens se rencontraient aussi. Voilà. Et puis, il y avait des entr'actes. Alors, aux entr'actes, il y a des gens qui chantaient. Il y a des gens qui chantaient. Hein. Il y avait Printemps d'Alsace, Le Galérien. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Après, il en chantait une en patois. Voilà. Ah oui, oui. Non, mais c'était bien organisé, c'était bien fait. Hein. Alors là, le rideau était fermé, 3 coups. Le rideau s'ouvrait. Non, mais il y a des pièces, franchement, qui étaient bien. Hein. Et puis, pour le théâtre, puis il y en avait qui étaient doués pour ça. Hein. Un gars, son prénom c'était Nestor, dans la pièce de théâtre. Mais il avait si bien joué Nestor qu'après, tout le monde l'appelait Nestor. Et puis, quelques temps après, enfin plus tard, vers les années 65, 66, 67, il y a eu vraiment des religieuses infirmières qui sont venues là et qui faisaient sur tout le canton. Elles allaient faire les soins à domicile et tout ça.
Et puis après, c'était des civils qui les ont rejoints parce qu'elles avaient beaucoup de succès. Et après, elles ont demandé... elles ne sont plus restées là, à cette maison-là. Mais en fait, je dis maison paroissiale, mais c'était... ça appartenait à la famille d'Anglejean de Châtillon, qui était propriétaire, je crois, de cette maison. Et après, elles sont allées à la mairie, dans le bâtiment de la mairie où il y a actuellement les archives. Elles avaient mis leur cabinet, là, les infirmières, mais il y avait surtout des civils. Les religieuses étaient âgées, elles avaient rejoint leur maison mère à Chambéry. C'était des sœurs de Saint-Joseph, je me souviens. Voilà, ce qui est sur la maison paroissiale. Là, c'était dans le cadre de l'église, on faisait la fête Dieu, je ne me rappelle pas quand c'était. Je crois que c'était au mois de juin, qu'on faisait où il y a ce gros tilleul là, ancien. Vous voyez où il est, ce gros tilleul là. Donc il faisait un hôtel là, où le curé faisait la messe. Et après, on montait à pied jusqu'à la Croix Divine c'était les processions. Je crois bien que c'était pour la fête Dieu. Et la fête Dieu, il me semble que c'est au début juin. Je ne me rappelle plus quand c'était. Et on montait à pied en procession depuis là, sur la place, là où il y a cet arbre, jusqu'à la Croix Divine, en jetant des fleurs. Et puis le curé, c'était toute une procession, là. Parce qu'on faisait avec les boîtes à chaussures, on faisait des corbeilles de fleurs qu'on habillait avec du tissu et tout ça, un ruban qu'on mettait autour du cou. Et le curé montait avec son... je ne sais plus comment ça s'appelle, tu sais, où il y a... ça a un nom sûrement. Et on jetait des fleurs et après on repassait devant et on montait et c'était les suivants. Et tout le long, on jetait des pétales de rose. Salut aux croix divines qui brillent dans les cieux, du haut de la colline, protège Chindrieux. C'était une grande fête. Moi j'étais enfant de chœur à l'époque et je faisais partie des gamins. Donc, parce qu'il y avait tous les enfants de chœur qui étaient là. Donc on était assez nombreux quand même, parce que moi je faisais partie des petits jeunes, c'était, voilà, on va dire, c'était encore l'ancien curé, c'est le dernier curé de Chindrieux. Je crois qu'il était malade, enfin il a dû arrêter vers 65 par là. Donc vous voyez, j'avais 10 ans, quoi, donc moi j'étais enfant de chœur. Et le curé était avec le Saint-Sacrement sous son dais, donc il y avait 4 hommes que ça ressemble à un dais. Donc il y avait 4 hommes qui portaient le dais, le curé qui était au milieu, là, puis les enfants de chœur derrière, et après toute la troupe, puis les bannières, je ne sais pas comment on appelle ça. Ouais, les bannières, je ne sais pas. Puis on montait en procession vers l'ancienne église, et après il y avait une prière. Je me rappelle le curé qui posait le Saint-Sacrement sur le gros tilleul qu'il y a là-bas. Alors l'érogation, c'était... donc moi je me rappelle que le curé, c'était au mois de mai, c'était 3 jours avant l'Ascension. Donc l'Ascension, c'est quasiment toujours au mois de mai. Parce que c'est 40 jours après Pâques, et Pâques, ça oscille entre, on va dire, le 22 mars, et 28 jours plus tard, le 20 avril. Il y avait le mois de Marie. Le mois de Marie, c'est ça que je veux. Le mois de Marie, c'était au mois de mai, hein, le mois de la Vierge. Et il y avait un office le soir à l'église. Et nous, dans les villages, on était tous les soirs, tout le monde. On ne pouvait pas y aller tout le temps. Donc, le curé de l'époque, le curé Barbéris, nous avait dit il faudrait faire un petit oratoire dans chaque village, et puis vous vous réunissez le soir, vous lisez un passage des évangiles, vous récitez un Notre Père, un Je vous salue Marie, et voilà, ça fera la même chose. Donc, à Voisin, on avait la fameuse Marie qui nous emmenait à la messe, elle était très pieuse. Elle avait un petit garage. C'était une ancienne maison, mais c'était plus habité, donc ils avaient mis la voiture en dessous, et dessus il fallait monter un escalier qui était très étroit. Et donc on avait installé alors une vierge, un crucifix,
Et chaque soir, à tour de rôle, on lisait une page de l'Évangile et puis on disait nos prières. Et le prêtre venait une fois dans le mois pour visiter tous ces petits oratoires qui avaient été faits, et voilà. Donc ça nous évitait de refaire le voyage quand on était déjà allé à l'école et ayant fait tous nos kilomètres. Mais c'est vrai que c'était sympathique. Et nous, on disait à nos parents qu'on allait à Mois de Marie et puis on allait sur le cerisier du voisin. Mais c'était bien. Il y avait le pain béni, qui était du pain fait par le boulanger. Il y avait deux boulangers, mais je me rappelle que c'était le boulanger il y avait un boulanger vers l'église. C'est lui qui faisait le pain béni, c'est un pain classique, mais avec du safran. Donc la mie est jaune, quoi. Jaune safran, et le curé découpait ça en morceaux, puis c'était présenté dans les corbeilles, et puis les gens prenaient un morceau de pain à la fin de la messe. Voilà le truc, l'histoire du pain béni et des processions. Dans les incendies, on a oublié le clocher. Oh oui. Oui, parce que le clocher a pris feu, le clocher de l'église là. Oui, un soir, moi j'étais à la maison et Fred revenait du collège de... T'étais à... d'Aix. À Aix, oui. Et il arrive, je dis, tu vois, regarde le clocher, il est en train de flamber. Oui, c'était un impact de foudre qui avait mis le feu. Alors les pompiers ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais ça fait haut, 30 mètres. Elle avait bien mis l'échelle, les trucs, mais il n'y avait pas assez de pression d'eau pour monter jusqu'en haut. Alors le toit du clocher a flambé, puis voilà. Ensuite, donc, il y a un nouveau toit qui a été refait, mais c'était pas mal, ils ne l'ont pas fait sur place, ils l'ont fait dans la cour à côté. Personnellement, je suis un agriculteur, un fils d'agriculteur, grand-père d'agriculteur, arrière-grand-père d'agriculteur, de génération d'agriculteurs. Voilà, pour vous situer. Disons que l'agriculture, autrefois, à Chendrieux, je dirais dans les années avant la guerre, de 45, la guerre 39, quoi. Dans ces eaux-là, puisque je suis né en 35, mais bon. À ce moment-là, si vous voulez, bon, il y avait en gros à Chendrieux, je dirais, autour de 900 habitants. Autour de 900, 850, 900 habitants, enfin une fourchette. Mais le 80% étaient des agriculteurs. Tout le monde, dans tous les villages de la commune, il y avait des agriculteurs qui travaillaient leur petites parcelles, leurs terres, c'était plus des fermes de subsistance à l'époque. Et la production principale de la commune, il y avait deux productions principales, la vigne et le lait. Des vaches, il y en avait partout à l'époque.
tout le monde, ils n'avaient pas des grands troupeaux, mais ils avaient 7, 8, 10, 12 vaches. Hein. Le matin on montait, puis mon papa montait bonne heure pour couper le foin, et après on retournait le foin pour le faire sécher, et après on le mettait sur la charrette, et on descendait avec le cheval, enfin oui, il avait un cheval. Puis nous on était sur la charrette, on était tout contents. Hein. Et ouais, voilà. Et puis après c'était fini, quand les bœufs étaient fatigués. Les bœufs étaient fatigués, alors les hommes se reposaient. Alors que maintenant, c'est différent. Maintenant, on peut travailler jour et nuit, c'est pas un problème. Et il y a une fruitière, où il y a les Restos du Cœur. Hein, là, il y avait la fruitière. Et donc, il y avait certes des plus près, ils partaient avec leur brindes, enfin, apporter le lait à la fruitière. Mais là, c'était ce qu'on appelait la mène. Alors Daniel, c'était comment il s'appelait le père Duprat? Je sais plus, on l'appelait par son prénom. Moi j'ai connu Duprat qui passait avec son vieux tube, avec son vieux camion, matin et soir. Le soir, je sais pas, mais le matin sûr. Et qui se garait là aussi, comme Molino, là, comme l'épicier. Et tu avais les 3 cultivateurs là dans le coin qui amenaient leur seau de lait, quoi. Et qui le pesaient. Et la fruitière, ils faisaient un super fromage. Ils faisaient de l'emmental. Du beurre, un petit peu, on prenait du beurre à François. Ouais. Il y avait une odeur qui était agréable, moi je me dis. Oh, la fruitière Chandrieuse, je rappelle, c'est qu'elle était froide, humide, puis il faisait pas chaud, on ne voyait pas souvent en hiver, on ne voyait pas souvent dehors, parce que c'était gelé. Si on voulait avoir chaud, c'était un peu l'après-midi dans la cuve à fromage. Il restait un peu de chaleur quand on est là. Mais, et puis, difficile parce qu'il fallait faire tout le ramassage dans tous les villages. Donc avec une petite camionnette, avec le pèse-lait qui était attaché à la voiture. Et puis un pèse à curseur. Hein. Alors, quand c'était la période des boissons, bon, il y avait une faucheuse et on équipait la lame de faucheuse d'un tablier derrière qui se relevait, qui manœuvrait. Hein. Donc, et il y avait une deuxième scène qui se mettait sur la faucheuse. Donc, cette personne-là avait un râteau qui faisait aller environ, je sais pas moi, 80 cm de large, avec 4 ou 5 dents, pas plus. Hein. Donc, il était donc sur son siège, et puis tous les 50 cm, il plantait son râteau dans le blé, qu'il l'amenait sur ce tablier-là, et quand il y en avait, je sais pas, environ 20-25 cm d'épaisseur, il appuyait sur une pédale, ce tablier tombait à terre, ça déposait ce blé on appelait ça des javelles. C'était des javelles, voilà, ça se faisait comme ça. Bon, alors après, quand il fallait rentrer ce blé, il fallait faire des gerbes. Et pour faire une gerbe de blé, on prenait 3 javelles. On prenait 3 javelles qu'on mettait les unes sur les autres. Et puis, c'était lié avec un lien en fer, avec une aiguille. Cette aiguille servait pour passer sous la gerbe. Et puis alors nous les gamins, on était là pour récupérer l'aiguille et la passer à celui qui serrait. Voilà. Qui serrait le lien. Bon, mais avant de mettre en javel, on y laissait sécher une journée. Hein. Parce que le blé, il fallait quand même qu'il soit sec. Hein. Et puis, après la guerre, malheureusement, à partir de 1947, il y a eu l'exode rural. Beaucoup de jeunes ont quitté la campagne pour aller en ville, pour travailler et gagner un peu d'argent, parce qu'à la campagne, c'était la misère. L'agriculture, c'est pas brillant maintenant, mais à l'époque, c'était plutôt la misère. Et donc, ces jeunes, beaucoup sont partis en ville pour avoir un petit salaire.
Et puis aussi, il commençait à y avoir des HLM. C'est-à-dire, c'était mieux de vivre dans des trucs modernes, neufs, avec les toilettes et tout, alors qu'en campagne, il y avait des vieilles maisons sans confort. Voilà. Mon mari, donc il s'est occupé des abeilles, hein, puis j'ai beaucoup aidé, enfin je l'ai aidé quoi, pour récolter du miel, il faut 3 choses. Des fleurs, du soleil et des bonnes ruches. S'il y en a un qui manque, eh ben on fait rien. Une bonne ruche, c'est déjà, une ruche vaut ce que la reine vaut. Il faut une bonne reine, hein, déjà. Une reine qui peu essaimeuse et qui récolte. Ouais. Il y a toutes les sélections, il y a différentes races de reines. Hein, ouais. Tout un... Il faut sélectionner si on va arriver à faire quelque chose comme de tout. Hein, ouais. Et puis, le vin, tout le monde fabriquait son vin, chacun avait sa cave, son pressoir, faisait son vin jusqu'à ce que la cave coopérative arrive dans les années 50. Tout le monde avait son petit lopin de vigne, puis il faisait son vin. Enfin, c'est du petit vin, c'est pas du supérieur, hein, mais c'est du bon vin, quoi. Faut pas trop en boire, mais c'est avec modération, comme on dit, hein. Mais si, c'est agréable. Hein. La vigne, je gardais jusqu'au bout, parce que la vigne, en chaussonnière, il faut bien qu'il ait un petit peu de vigne. J'ai eu le plaisir de tailler ma vigne jusqu'à 87 ans. J'ai bien dit le plaisir. On attachait les baguettes de vigne, hein, sur le pied de vigne, le sarment, là. Voilà. Alors j'ai été embauché le jeudi, qu'on n'avait pas à l'école. Alors c'est ma mère qui m'a appris à attacher la vigne. Et puis, après, au bout d'un moment, quand je dis un moment, peut-être au bout d'une année, alors on faisait la course. Alors, et ça marchait bien parce que elle me laissait gagner, quoi. Mais n'empêche en employant cette tactique-là, j'allais drôlement vite pour attacher la vigne. Hein. On savait piocher la vigne, la vigne ne se travaillait pas comme aujourd'hui. Hein. Oh ben nous, attendez, on avait tout petit, on n'était pas des gros agriculteurs. Hein. C'était un petit, mais bon... il y avait de la vigne, il y avait du foin, il fallait charger les voitures de foin, et on allait s'aider tout le temps, on était toujours derrière nos parents. Avec une pioche. Sous les ceps. Il fallait nettoyer sous les ceps, et puis mon père était très maniaque, il fallait que l'herbe soit bien enlevée. Hein. On m'était posé sur le quai, sur le rebord du wagon, du fourgon, puis il roulait les fûts pour les mettre dans le train. Bon, mais c'était pas facile quand même à commercialiser. Hein. À l'époque, nous, évidemment, on allait à la pêche, hein, parce on était au bord du lac, on était au bord des fossés. Le ruisseau qui passe aux apôtres, là, hein, sous le pont, là, on venait pêcher dans ces secteurs. Mais à l'époque, on avait beaucoup de grenouilles dans les fossés des marais, là. Il y avait des petits poissons blancs, des perches, lui, il n'a jamais été à la pêche au lavaret, mais il prenait des perches, des truites. Oui. Après, il a eu un bateau, alors ça allait mieux. Au café de la gare, là, l'un des fils, pas Louis, là, mais l'intermédiaire entre Louis et Roger, il était pêcheur professionnel. Il allait tous les soirs poser les filets, on disait poser les filets au lac. Et puis à 4 heures du matin, il allait les lever, quoi. Puis ramener les poissons. Parce qu'après, la génération qui a suivi, c'est-à-dire dont je faisais partie, on a tous laissé l'agriculture, on est tous partis ailleurs. Que ce soit les PTT, EDF, mairie et tout. Il n'y a qu'un ou deux sur Chandrieux qui sont restés cultivateurs, enfin qui se sont accrochés. Voilà, donc ça c'est fini.
des autos. Moi, je me rappelle, il y avait, dans la commune, il y avait le maire qui avait, M. Henry, là, qui avait une auto. Il y avait, après, dans le village, il y avait un peu les artisans. Et il y avait le boucher, il y avait, encore que le boucher, je me rappelle, il allait chercher ses veaux avec un cheval. Les premières autos, c'était les Citroën, les marques. Il y en avait les Rosenbach, il y avait les Ford, il y avait Peugeot, Renault, Citroën, Amilcar, il y avait plusieurs marques de voitures à l'époque, hein, qui ont disparu, quoi. Mais enfin, les principales sont restées, hein, Renault, Peugeot, ils sont restés. Il y avait Simca, il y avait les noms m'échappent maintenant. Ouais. Puis là, plus loin, il y avait un garage, plus loin. Il y avait un garage à l'époque. Puis il y avait des pompes à essence tout le long. À Chandrieux, ici au centre, il y avait une pompe à essence. Il y en avait une à Chaudieu. Il y en avait je ne sais même pas si j'ai Gerblot, je ne sais pas s'il n'y en avait pas deux à Chaudieu, au Carrefour. C'était des pompes où on pompait 5 litres. Il y a 5 litres qui montaient, puis après qui se vidaient dans votre réservoir du temps qu'on pompait. On prenait par 5 litres, de toute manière. Il n'y avait pas de. C'était 5 litres ou rien. Ou c'était 5, 10, 15, 20. Hein. Bon, c'est vite fait. C'était les pompes à essence, évidemment. Il y avait. Mais ça, c'était le début de la mécanisation, quoi, qui est arrivé, que les voitures sont arrivées. Alors là, des pompes à essence, ça en a mis de partout. Puis après, ça a disparu, quoi, évidemment. Maintenant, il n'y en a bientôt plus. Quoi. Ouais. Non, mais bon, c'était la vie d'autrefois, quoi. C'était autre chose. Il y avait bien une ou deux voitures, mais enfin, il fallait avoir quand même. Elles étaient chères, enfin, c'est toujours cher. Mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Donc c'était en vélo ou à pied. On faisait beaucoup de vélo, par contre. Là maintenant, ils font du vélo par plaisir. Nous, on les faisait par nécessité. Hein. Mon père n'a jamais eu de voiture, les parents n'ont jamais eu de voiture. On roulait qu'à vélo. Hein. La belle saison, on ne prenait pas le train, on venait par le vélo. On venait en vélo et le jeudi, on venait en vélo faire le jardin et voilà, on faisait l'aller-retour. Hein. Transport, bien sûr, la bicyclette, sans changement de vitesse. L'achat gare de Chandrieux, Aix-les-Bains, je partais à 6h30. Le soir, Aix-les-Bains, gare, plus bicyclette jusqu'au village. Départ d'Aix-les-Bains, 19h01, arrivant à la maison 20h environ. Lorsque le train n'avait pas de retard, car en période de sport d'hiver, les trains des ouvriers étaient en attente. C'est-à-dire qu'ils laissaient passer les touristes, quoi, les trucs. Ça arrivait. On allait comme je disais, on allait travailler sur Aix-les-Bains, on prenait le train le matin et on revenait le soir. Hein. Il n'y avait pas de voiture. Maintenant, c'est rien d'aller à Aix en voiture, mais à l'époque, par tous les temps, hein, quand on venait de Chevigneux, déjà pour descendre pour le train de 6h15, il était, je crois. Je ne sais pas à quelle heure il est maintenant. On descendait en vélo, à pied? À pied, et puis après, moi j'avais une mobilette. Si, j'avais une mobilette. T'avais une mobilette? Ouais, une mobilette bleue, là. Nous, on était peut-être malades, mais le train, il n'était jamais malade. Évidemment, à l'époque, en gare de Chandrieux, il y avait beaucoup d'activités. Énormément d'activités, de toutes sortes, quoi, dans les gares. En ces temps-là, la gare, c'était un lieu extrêmement animé. Il y avait beaucoup d'activités économiques. Il y avait des voyageurs, évidemment, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait des colis qui arrivaient, qui partaient. Il y avait des wagons de marchandises qui arrivaient et qui partaient. Hein. Ils recevaient notamment ici pas mal de... Il y avait un marchand de charbon de Serrières qui recevait régulièrement du charbon. Ils étaient approvisionnés comme ça à l'époque, les gens. Les activités, les commerces, ils étaient approvisionnés par le train. Il n'y avait pas beaucoup de camions comme maintenant. C'était très, très
Non, c'était beaucoup ferroviaire. Hein. Il y avait des minotiers de Serrières, enfin des minotiers, des moulins qui faisaient la farine. Dans la région, il y avait du blé, mais il n'y en avait pas assez pour alimenter à longueur d'année des moulins. Donc ils recevaient des wagons de blé de la Beauce, enfin, vous voyez, des régions productrices. Il y avait beaucoup d'activités. Tous les jours, au train, il y avait des wagons qui arrivaient et qui repartaient, évidemment. Il y avait, parmi l'activité de la gare, il y avait tous les jours des expéditions de caisses de poissons, des pêcheurs du lac, professionnels, des pêcheurs commerçants de Conjus, qui tous les jours ils apportaient une, deux, trois caisses de poissons qu'ils expédiaient à droite ou à gauche, à Lyon, à Voiron, à Grenoble, ici ou là. Pareil pour des commerces de comestibles. C'était régulier. C'était absolument régulier. Et puis les gens qui étaient dans les matériels agricoles ici, tout ça recevait des pièces par le train. Hein. Ça venait tout comme ça venait par le train. Hein. Voilà, et puis des pièces des machines agricoles, des choses comme ça. Énorme activité. Et le dimanche, il n'y avait pas de car, donc on allait au train. À pied, bien entendu, tous nos légumes pour la semaine, enfin tout. Et au train, alors ça c'est des souvenirs, oui. L'ambiance de la gare qui était pleine. À l'époque, le nombre de chambériennes, hein, pareil, d'Aixois, qui venaient soit dans leur maison de famille, soit voir leur papa, maman, leur famille, enfin si les parents étaient encore vivants, ou qui venaient dans leur maison, comme nous, il n'y avait plus personne, mais ma mère, on venait quand même faire le jardin, puis elle aimait bien, il fallait qu'on vienne ici s'aérer et tout. Mais l'ambiance de la gare le dimanche soir. Mon père était chef de gare, ils étaient 3 agents permanents, on dit en 3-8, parce qu'il fallait constamment qu'il y ait quelqu'un pour la circulation des trains, des mesures de sécurité qui se rattachent à la circulation. Donc il y avait en permanence quelqu'un qui faisait les 3-8, ce qu'on dit les 3-8, hein. 13h, 21h, 21h, 5h, et 5h, 13h. Hein. Ben, les gens, pas la nuit, mais la nuit ils faisaient que de la circulation, que des mesures en rapport avec la sécurité des circulations. Puis dans la journée, ils faisaient tout. Hein. Ils faisaient les mesures utiles à la circulation des trains, ils faisaient de la vente des billets, de la vente des colis expédiés, de la vente des wagons expédiés, à l'inverse, à l'arrivée, la réception des wagons, il y avait beaucoup de travail. Hein. Les bagages, les colis arrivés, les colis départ. Les gens qui travaillaient avec mon papa, quand les voitures arrivaient, la nuit ils fermaient, et quand les voitures arrivaient, ils ouvraient la barrière. Ça s'appelait garde-barrière. Et donc, il partait le soir à 6h, il emmenait son casse-croûte pour manger le soir quand le bec il mange. Il avait une petite guérite, et il passait toute la nuit pour relever les barrières quand les gens... Mais il n'y avait pas la circulation d'aujourd'hui, hein. Ah non, non. Non. Ah ben la guerre, oui. Quand j'entendais passer les avions, là j'avais peur, moi, oh là là. Alors même après la guerre, si c'était des avions français qui repéraient, puis qui prenaient photos, nous on devait vite se cacher sous les arbres. On était très jeunes, mais on se rappelle très bien de ce qui s'est passé. Les Allemands, après les grosses troupes françaises qui revenaient petit à petit, quoi. Les bombardements, on entendait les bombardements sur Chambéry, ils avaient bombardé la gare de Chambéry,
bombarder le pont du chemin de fer entre Vions et Culos pour que les Allemands repartent. Je ne sais pas si c'est l'histoire de maquisard. Puis ils tirent au canon depuis le Culos, je crois. Depuis Culos, ils tirent au canon contre la montagne là. Et nous, on était aux premières loges là. Alors, quand on était gamin, on allait se cacher sur un gros rocher là derrière. Et comme ils bombardaient de haut, c'était un peu approximatif. C'était pas très ciblé, surtout lorsque les bombardements étaient américains. Les bombardements, à ce moment-là, ils étaient de la part des Alliés pour couper la retraite des Allemands, de l'armée allemande. Hein. C'était pas des bombardements allemands. C'était surtout les bombardements qui ont été importants, c'était surtout les bombardements alliés qui étaient là pour bombarder les Allemands. Essayer de les chasser et de couper leur approvisionnement, de les contrarier dans leur retraite, dans leur repli. Si vous voulez, les vitres des maisons, pendant la guerre, avaient été peintes en bleu pour que lorsque la lumière était éclairée dans les maisons, l'aviation ne voit pas la lumière. C'était, oui, c'était comme ça. Hein. Donc il fallait que les habitations ne se voient pas, soient discrètes. À peu près, c'était dans les 7-8 heures du soir, sans que je me souvienne, le soleil il commençait à baisser. Il est arrivé un citard allemand en éclaireur pour voir si les troupes étaient là dans le village. Les soldats étaient donc en position là-bas sur leur muret. Les tirailleurs, le sergent les avait expellés. Et puis d'un seul coup, ce citard arrive et les soldats ont commencé à tirer dessus. Et vers chez la Claudine, là-bas, pour aller chez les Ducruel, là-bas, les fèves, comme on les appelait, il y avait entre deux murs, il y avait l'entrée. Alors quand ils ont vu qu'ils étaient tirés dessus, le citard, ils ont cliqué chez la Claudine. Et c'est la Claudine qui a vu les premiers Allemands arriver à port. Chandrieux a eu une occupation allemande à compter de mai 40. Après l'envahissement, avec les combats à Pras, avec l'armée des Alpes, plus un renfort des tirailleurs tunisiens, et qui ont essayé de retenir cette armée allemande qui envahissait toute la France depuis le nord, qui descendait, et qui sont venus pour prendre les Savoies en passant le Rhône. Et là, ils ont été retenus, comme je viens de dire, par l'armée des Alpes. Mais bon, ils étaient plus forts, ils ont traversé le Rhône en haut du pont de la Loi, parce que le pont était bien tenu. Et ils ont dominé l'armée, ils ont fait des prisonniers. Et puis ensuite, ils ont avancé et il y a eu des gros combats au village de Pras. La même chose qui ont eu lieu en 1944. Vous voyez, le village de Pras, il était mal passé. C'était donc au mois de juin 40. Juin 40. Et donc, j'ai assisté, on était cachés au pied de cette montagne, il y a un obus, entre autres, il y en a qui sont tombés au centre de la commune, ça n'a pas fait de dégâts, mais cet obus en question est tombé sur une maison inhabitée, peut-être à 100 mètres d'où on était cachés. Et bon, ça, on se souvient, parce que c'est impressionnant un obus, quand on a 3 ans. J'avais 3 ans. Et qui a enfoncé le toit d'une maison qui était inhabitée. D'ailleurs, ce trou est resté longtemps dans le toit. Ça avait été dur quand même pour cette mobilisation, parce qu'ils avaient mobilisé tous les hommes valides, enfin valides jusqu'à un certain âge. Eh oui, il n'y avait plus d'hommes dans les... Ils étaient tous prisonniers, les hommes, hein. Oui. Et ils sont venus en 1945, les prisonniers. Oui. C'est vrai que pendant la guerre, ils n'ont pas trop souffert, même hormis l'effet de la guerre, parce qu'ils ont vécu convenablement, ils n'ont pas manqué de grand-chose. Bon, ils avaient des tickets de rationnement, ok, pour un certain nombre de produits, mais ils vivaient sur eux, quoi. Ils faisaient leur pain, quand ça allait pas, ben, ils tuaient une bestiole, hein, et puis voilà, quoi. Le cochon au saloir, non, mais ils étaient très, très autonomes. Enfin, je veux dire, c'était pas l'opulence, hein. On n'était pas en surpoids, ça allait très bien.
la santé était bonne de ce point de vue. Et nous, pendant que mon père était parti en Allemagne en déportation, il n'y avait pas d'argent à la maison, ma mère ne travaillait pas. Donc, on allait ramasser de l'herbe avec ma grand-mère ou ma mère. Il y avait des pissenlits quand on en trouvait, et puis d'autres herbes, je ne sais pas les noms. Et on faisait la soupe avec ça. Alors, vous voyez la soupe qu'on mangeait, hein, sans sel, sans beurre, sans rien. Il y a eu, disons, un drame. C'était en 44, 43, 50, sur la place. Là. Alors là, il y a eu un drame terrible. Il y avait une réquisition parce qu'à ce moment-là, le gouvernement de l'époque, évidemment, réquisitionnait, disons, des produits. Et chaque paysan devait donner tant de litres de vin, tant de kilos de blé, tant de ci, de là, qu'il devait porter. Il y avait donc une réquisition sur la place. Il y avait des gens qui venaient d'organisation. Moi, j'étais gamin, puisque à l'époque, j'avais 8 ans. Mais je me rappelle, comme si c'était aujourd'hui. En fait, il y avait un champ de maïs, là, on a été cachés dans les maïs. Oui. Parce qu'il y a quand même eu, que je dise pas de conneries, ils ont eu, eux, 9 morts et 11 blessés. L'accrochage sur la place. Nous, on a eu 3 mecs qui ont tués. C'est la plaque qui est au point pour monter vers l'église. Hein. Bon, la place n'était pas faite comme ça. Hein, mais... Cet endroit, il y avait une patte d'oie, il y avait un poids public, une bascule, avec une petite maisonnette. C'était étroit, c'était pas comme maintenant. On avait un camp de prisonniers allemands. Et moi, je me rappelle, enfin j'avais 5-6 ans, je me rappelle qu'il y avait un prisonnier qui venait nous aider pour cultiver, là, pour ramasser les betteraves, pour ramasser les pommes de terre. Moi, c'est un gars du maquis, un Espagnol, qui m'a sauvé la vie. Je devais avoir 5 ans, 44, oui, 5 ans. Et mes parents, ils avaient des moutons. Ils avaient des brebis. Donc il y avait un gars qui avait un bélier qui leur avait donné pour mettre avec les brebis. Et c'est moi qui les gardais. Parce qu'à l'époque, à 4 ans, 5 ans, on travaillait, hein. Enfin, on travaillait. Et puis ce bélier, il s'en est pris à moi. Je le vois toujours. Toutes les fois, petit gamin, tu parles, il l'a foutu par terre. Toutes les fois que j'essayais de me relever, il reculait et pom. Mais il ne serait pas arrivé, ce gars. Il descendait, il se cachait. Celui qui a enlevé le mouton, qui m'a remonté jusqu'à l'entrée du village. Il n'est pas rentré dans le village, parce que lui, il fallait pas. Autrement, j'étais mort. Déjà. Oui, en 2 mots, vous voyez les Allemands, à la Libération, quand ils sont partis de Prague, qu'ils ont été attaqués, ils se sont arrêtés au premier virage en haut de Prague, vous voyez, et ils ont tiré 3 obus sur une maison au Marion d'en haut pour incendier le village. Et puis, donc de Gaulle, c'était des obus incendiaires, ils ont tapé dans des maisons qui sont construites en molasse, et presque comme ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a toujours eu des impacts qui sont restés, et la molasse, vous voyez, ça étouffe. Et les obus ne sont jamais rentrés. Et on a entendu les cloches sonner à toute volée, et c'était comme un tocsin. Nous, on savait le tocsin, quand il y avait un feu, c'était le tocsin, pour avertir les gens pour aller s'aider à éteindre le feu. Et puis notre instituteur a dit non, c'est la fin de la guerre.
Et il nous a donné congé tout de suite. Il a dit, vous rentrez chez vous, et cet après-midi, vous ne venez pas à l'école. Donc on était tous contents, parce que... Et donc le soir même, une partie de la population s'est retrouvée au Café Godard, qui était situé où il y a maintenant la Maison de la Santé. Parce que c'était à peu près le seul café où il y avait une salle où il y avait un pick-up. Et donc tout le monde était heureux, on avait bu de la limonade. On se souvient de ça, parce que c'était des trucs tout à fait exceptionnels. Je savais, sur le lac à peu près, je savais... Puisque ici tout le monde le savait. Hein. C'était des jeunes, les pilotes. Il y en a un qui avait 19 ans, l'autre 20 quelques. Et ils s'amusaient à raser les bacs des pêcheurs pour leur foutre la trouille. Quoi. C'était marrant. Puis un coup, il l'a rasé un peu trop près. Et il a touché d'abord une aile. Enfin, maintenant, ça, c'est d'après le rescapé, hein, l'équipage. Il a touché une aile, il a fait un demi-tour, puis il est tombé sur l'eau, quoi. Il est tombé. Enfin, on espère que, que nous, par là, on n'a pas à revoir tout ça, hein, parce que ça serait moche. Et que tous nos jeunes partent. Oh là là, quelle horreur. Ici, quand j'étais gamin, les gens parlaient encore pas mal patois. Mon père parlait patois avec ses voisins, avec Charles, avec François, Marius, là-bas. Ouais. Il y avait même donc, Ducret qui était au bout du village, là-bas, la grand-mère, enfin la mère, quoi, qui est morte à 102 ans. Elle parlait quasiment pas français. Enfin, elle comprenait très bien le français, hein. Il parlait avec elle en français, mais elle on était gamin, elle nous parlait en patois, on lui répondait en français, puis voilà, quoi, c'était marrant, quoi. Moi, mes parents, entre eux, parlaient patois. Moi, je n'ai jamais parlé, mais je comprenais tout. À l'époque, j'aurais pu même le parler, mais bon, maintenant, c'est pas bien question. Et puis, la plupart des familles d'agriculteurs de Chindrieux parlaient tous patois, jusque dans les années 60. Après 60, il y en a beaucoup moins. Et moi, je me rappelle la petite dame là, donc, que je vous parlais, la Claudine, qui est morte à 102 ans, quand j'étais gamin interne. Je me rappelle toujours, moi, elle m'avait interpellé, et puis son gros souci, c'était de savoir si j'avais assez à manger. Voilà. Alors, elle me disait en patois, t'as la main qu'on suit les pains. Ce qui veut dire, est-ce que tu as du pain à volonté ou à satiété? Voilà. Si t'as du pain à satiété, ça va, t'as besoin de rien d'autre, quoi. On faisait le blé pour moudre ce blé, pour faire son pain. Parce que le pain, il y avait un four banal un petit peu dans chaque village. Et moi, tout gamin, je montais mes pains, là, le four, il était là, dans le village de Chindrieux. Là. Et puis ça permettait, disons, de faire le pain tous les 10-12 jours, quoi, à peu près. Quoi. Bon, on faisait le pain, et on le conservait au frais, évidemment. Bon, alors on mangeait du pain frais le premier jour, le deuxième jour un peu moins, et puis après, on mangeait du pain rassis, quoi. On faisait aussi de l'huile. L'huile, beaucoup de personnes avaient des noyers. Il y avait de l'huile de noix. On s'appelle nailler. Et puis on se réunissait tous et on mettait tout sur la table et on cassait les doigts. Et... Alors après, bien sûr, il y avait un petit repas, hein, je ne sais pas, les saucisses, les machins, les saucisses. Puis voilà, c'était sympa comme tout. On n'avait pas chaud parce que c'était dans un garage ou dans une... Ben nous, on y faisait dans la cuisine. Une cave ou quelque chose. Et donc, on cassait les noix et les messieurs tapaient, nous on triait et on mettait des cerneaux dans... Mon père les cassait dans la journée, puis les soirs, oui. Alors, il buvait le thé ou mangeait une tarte. Oui,
au moment des maïs, ils allaient défaire les bourres de maïs. Les bourres de maïs, elles sont dans un... Il y a des feuilles autour, hein, des feuilles sèches. Donc on enlevait les feuilles et ils tressaient ça et ils faisaient des pendillons. Ils appelaient ça des pinglons. Je ne sais pas, c'est un patois. Donc ils accrochaient ça sur les balcons pour le faire sécher. Et puis en même temps, les oiseaux qui venaient se nourrir un petit peu, mais bon. C'est l'hiver 56 qui a été très froid, au mois de février. Nous étions à l'étage. Alors le matin, il y avait une épaisseur de glace comme ça sur les vitres de la fenêtre, tout au nord. On avait une petite cuisinière qui marchait, oui, qui marchait, oui. Quand il faisait le vent du nord, la fumée refoulait dans la cuisine. Oh non. Enfin bon. On était jeunes, ça va bien. On a bien survécu. Oh. Puis pas de chauffage, hein, rien. Pas de chauffage. Oui. Pas de salle de bain. Pas de salle de bain. Et moi j'ai connu pire que ça, parce que quand j'étais petite, mes parents, on n'avait pas l'eau sur l'évier. On n'avait pas l'eau sur l'évier. J'allais au lavoir, ça j'y étais ma part. Parce que là, il y a des moments, ça faisait pas chaud. Hein. Rincé comme ça. Maman me donnait bien un peu d'eau, on prenait bien un peu d'eau chaude avec, mais c'était vite froid, hein, quand il y avait les draps. Puis il fallait aller chacun son tour, hein. On était nombreux, hein. Alors on savait à peu près les gens quand ils y allaient. Ah oui, mais c'était des rencontres aussi. Hein? On rencontrait les voisins, on discutait un petit peu en avant. C'est vrai. Mais non, c'est fini tout ça. Hein. C'est pas pareil, quoi. L'époque a changé. Non, c'est normal que ça change. Hein. Ben, on a eu les machines à laver. Voilà. Ah ben dites donc, machine à laver. La première que j'ai eue, elle marchait au gaz, avec une bouteille de gaz. Enfin, oui, ça marchait bien quand même, quoi. Mais enfin, bon. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je dise, ce qui a bouleversé aussi un petit peu, c'est le téléphone. Moi, sur mon exploitation, on n'avait pas le téléphone. Et j'en avais beaucoup besoin dans mon activité. Et on allait téléphoner chez Arbry, chez Boucher, chez Gérardi. Chaque fois qu'on voulait téléphoner. Oui, et eux, on nous faisait appeler là, ils venaient nous faire la commission. Ils disaient, il y a un tel qui t'a appelé. D'accord. Après, bon, ben, c'était un progrès formidable quand on a fait mettre le téléphone. Nous, on a eu la chance, disons, à notre âge, notre génération, d'être passé pratiquement du Moyen-Âge au moderne. On a commencé un peu avec ce que je faisais au début des années 50, les années 45, 47, 48. On était encore comme en 1930. Puis après, ça a été très vite. Heureusement. Avant, quand une ferme, elle prenait feu, elle brûlait. Hein. Pompiers, ça servait à essayer disons, d'empêcher le feu de se propager sur celle d'à côté. Mais celui qui brûlait, il brûlait. Hein. Il y avait le bal des pompiers, il y avait le bal de... Voilà. Oui, il y avait toujours du monde. Alors, de temps en temps, il y avait le bal à Chandrieux, des fois les balles à Ruffieux, des fois à Ferrières. Enfin, moi, j'y allais pas tellement, hein, parce que déjà, il fallait y aller en vélo. On dansait surtout le dimanche après-midi, alors on descendait là-bas à Chaudieu, il y avait un restaurant. Et puis ils avaient un tourne-disque, quoi. On dansait avec ça. Oui, oui. Alors moi j'ai appris ce que c'était que
Du blanc limé. Je ne savais pas. C'est ce que c'est du blanc limé? Oh! Oh! Ah! Eh ben, il faut faire votre éducation. Hein. Oui. Blanc limé. Éclairez-moi. Vin blanc plus limonade. Blanc limé. Ça, c'était très très courant quand on était jeune. Le blanc limé. Ah oui, tout le monde buvait du blanc limé, quoi. C'était pas le vin pur. Avec la limonade, ça passait bien. Donc, on avait monté un comité des fêtes sous la présidence de Léo Roux. Et on a fait plusieurs réveillons. On a dû faire 3 réveillons de suite avec une animation et tout. Bon, c'était 350 à 400 personnes qui étaient là, quoi, quand même. Ça, c'est important. On participait à la fête des fleurs à Aix-les-Bains. Donc on faisait un char. C'est pour ça que je vous ai gardé les photos avec des thèmes différents. Vous voyez, là c'était le chemin de fer. On se promenait en ville, c'était tout garni, tout piqué de fleurs. C'est tout des fleurs. Et puis, il y a eu, dès 1960, il y a eu aussi une clique, la Voix du Lac, qui s'appelait la Voix du Lac, qui avait été créée avec les majorettes. Donc, qui était de toutes les fêtes. Ben, c'était le mari de Françoise Guichon, celle qui fait C'était lui qui nous entraînait. Ouais. Puis alors, je vous dis pas, les canards, ça partait dans tous les sens. Ouais. Oh, c'est des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Alors, tu veux que je parle des majorettes? Voilà. Et il me semble que ma fille, ma troisième, Françoise, avait 14 ans, quelque chose comme ça. Et un jour, il y a une fille de vieux qui dit comme ça, moi je fais du twirling. Donc c'est un bâton qui manœuvre pour faire des fantaisies. On peut appeler ça comme ça. Et on a trouvé ça bien. Alors on a dit, tiens, peut-être qu'à Chandrieux, on peut créer un truc comme ça. Et on a commencé à rameuter des jeunes et qui avaient l'air intéressés. Et Nicole nous a fait voir ce qu'elle faisait. Mais elle a dit, moi j'arrête. Donc elle nous a que montré ce que c'était. Sur l'impulsion de René Azatal, un club de foot a été créé. Et ce gars-là avait pensé loin puisqu'il l'avait un peu dénommé Association sportive de Chautagne, qui concernait pourtant au début que les jeunes de Chandrieux et de Ruffieux, mais qu'aujourd'hui il concerne toute la Chautagne, puisqu'il n'y a plus que ce club de foot en Chautagne. Et c'est une bonne chose parce que un club pour une petite commune, c'est difficilement viable. Et donc là maintenant, depuis 2 ans, je crois que toutes les communes sont réunies, parce qu'avant il y avait un club à Serrières, il y avait un club à Chana, mais c'était difficile à survivre. Il y avait la vogue. C'est ce que c'est que la vogue, hein, oui. Ça existe toujours, les vogues. Pas à la même échelle, mais... Oh ben si, il y avait les autotamponneuses, il y avait les carrousels, hein, voilà, les manèges, quoi, le carrousel, le manège. Il y avait les tirs, hein, bien sûr, les stands de tir. Voilà, c'est classique. Hein. Ici, il y avait 2 vogues. Il y en avait une en été, puis il y avait ce qu'ils appelaient la vogue du vin nouveau. Fin octobre, par là. Le vin nouveau, hein. Voilà. Ça amusait bien les gens. Il y avait le bal en même temps. Il y avait une salle des fêtes où ils faisaient du cinéma. On allait voir. C'était un monsieur de Serrières qui faisait le cinéma, ça s'appelait Polycircuit. Et à peu près toutes les semaines, l'hiver, il y avait un film. Enfin, c'était pas le grand confort, hein. On était assis sur des bancs en bois.
Mais bon, c'était une sortie. Donc il passait des films, 2 bobines, alors de temps en temps, il mettait la bobine qui réenroulait, il ne l'avait pas mis dans le bon sens. Quand la bobine était terminée, le film, il y en avait sur 1 mètre d'épaisseur, de film. Une autre fois, un autre cinéma, un autre film. Bon, il passe une bobine, 2 bobines. Une fois la 2e bobine passée, je dis, ah ben écoutez, j'ai oublié la 3e bobine, je vais vous raconter la fin du film. Alors on avait par exemple, principalement ceux qui me reviennent en tête, les gars, Carpora, Mottet, Jean-Ma, Caille, Fef, Juste, c'était chez nous. Dit patrouillon, ne me demandez pas pourquoi, parce qu'ils avaient des surnoms un peu bizarres les gens. Alors est-ce que c'était parce qu'ils naviguaient beaucoup, qu'ils patrouillaient, ou est-ce que c'était parce qu'ils faisaient de la patrouille? Enfin, je ne sais pas, hein, je ne peux pas vous dire. Mais voilà, à l'époque, enfin, oh, ça doit dater au moins du 19e siècle. Hein. Les surnoms, ils ont été donnés il y a longtemps. Parce qu'il y avait beaucoup, par exemple, Cachefigneux, il y avait 3 familles de barbiers, mais qui n'étaient pas du tout... Alors il y avait Barbier, moi mes parents, même déjà mon grand-père, c'était le Boublon. Mais c'était la vie comme ça, la vie de la campagne. Il y avait beaucoup d'exploitations agricoles, de petites. Les gens locaux, ils étaient presque tous paysans, quoi. Même si indépendant de ça, il y en a qui allaient travailler ailleurs, quand même. On peut me dire, autrefois, vous voyez, tout le monde avait des bœufs, évidemment, je le dis, mais il y avait aussi un maréchal ferrant. Il avait le titre de maréchal ferrant. C'est un gars qui ferrait les bœufs. Parce que les bœufs, bon, il fallait les ferrer. Les bœufs ou les chevaux, il fallait ferrer les bœufs, ferrer les chevaux. Et ce gars-là faisait aussi, en même temps, il avait un atelier, une fois. Il avait une forge, il y en avait plusieurs, il y en avait un châtelier, il y en avait 2 châteliers. Il y avait une forge, et il rechargeait les socs de charrue, il refaisait des piochons pour piocher la vigne. Il y avait une économie qui était, disons, une petite économie à côté de l'agriculture, quoi, qui faisait travailler ça. Donc le fruitier, le maréchal ferrant, il y avait des gens qui travaillaient un petit peu à côté. Ma maman, elle a été, je sais pas, peut-être 12-15 ans garde-barrière. Les barrières, comme le long du lac, eh ben, elle était là, puis ça sonnait, elle remontait à la manivelle. Maintenant, c'est tout bientôt tout automatique. Mais avant, il fallait qu'elle soit toujours là pour, quand ça sonnait, remonter la manivelle. Et fermer et ouvrir quand le train avait passé. Elle a fait ça pendant, je ne sais pas, au moins 12-15 ans, hein, je ne m'en rappelle plus exactement. Il y avait quand même beaucoup de monde qui allait travailler sur Aix-Chambéry, déjà à cette époque. Hein. Puis il y avait des activités qui n'existent plus d'ailleurs. À Aix-les-Bains, par exemple, il y avait la grosse entreprise, la Savoisienne, là, fabrication de transformateurs, qui avait pas mal de salariés. Il y avait une autre entreprise qu'on appelait la CIT, Compagnie industrielle des téléphones, qui fabriquait des téléphones à l'époque, dans laquelle la moitié des chautannières qui n'étaient pas paysans travaillaient. Hein. Eh bien, je pense, on devait commencer à, je sais pas, 7 heures. Et puis on préparait notre boulot, et puis après on soudait, on montait les radiateurs, on soudait, on portait des grands machins lourds comme tout, enfin, tant pis. Hein. Maintenant on a mal au dos, mais enfin, il ne faut pas se plaindre. Et on faisait ça toute la journée, jusqu'à je ne sais pas quelle heure on finissait, moi. 5h30, 6h, je sais plus. Hein. À midi, bon, on s'arrêtait de midi jusqu'à 1h30, je crois. Oui, si je me souviens bien. Et puis on était, je sais pas, peut-être bien
5-6 femmes, oh oui, je ne me rappelle plus exactement, mais enfin, on était bien aussi 7 femmes. Hein. Par exemple, il y avait 2 boucheries, il n'y en a plus qu'une. Il y avait 2 épiceries, il n'y en a plus qu'une. Il y avait qu'est-ce qu'il y avait encore? Une mercerie, je ne trouve pas le nom. Il y avait une mercerie. Où il y avait de tout. Il y avait un cordonnier qui était vers l'ancien restaurant Abri. Ah oui, les hôtels-restaurants, il y en avait 3. Il n'y en a plus. Il y avait 3 hôtels-restaurants, plus personne. Il y avait même, j'ai repensé, il y avait même le café de la gare. Donc un café vers la gare. Voilà. Donc toutes ces disparitions, là, oui, enfin depuis qu'on est là, quoi. À Chandrieux, hein, il y avait encore, c'était l'Étoile des Alpes, plus maintenant bien sûr. Avant l'Étoile des Alpes, avant le Vival. Voilà. Ben, l'Étoile des Alpes a été... oui, au début c'était l'Étoile des Alpes. C'était le casino de Saint-Étienne, mais sur local. C'était avant le siège était à Chambéry. C'était avant qu'il existe le... donc il y avait des Étoiles des Alpes. Dans toute la Savoie. Toute la Savoie, un peu sur la Savoie, là où Seyssel, il y en avait une, Étoile des Alpes. Oui. C'est là qu'on commençait à avoir des produits un petit peu qui venaient un peu plus loin. Alors, moi je suis Madame Girardier de Chandrieux. J'ai été bouchère pendant 38-40 ans, je ne sais pas exactement. On a commencé à Chandrieux dans les murs du restaurant Abri, où mon beau-père avait créé son fonds en 1922. Et ensuite, mon beau-père est décédé, donc on a... Qu'est-ce qu'on a fait après? Abri a voulu récupérer le propriétaire a repris ses murs, donc on a acheté un camion, magasin, et je suis restée pendant 15 ans sur la place de Chandrieux. Je descendais, on avait un fonds à Ruffieux, et je descendais depuis Ruffieux avec mon camion sur la place de Chandrieux tous les matins pour faire le marché de boucherie, quoi. Le travail de boucherie. Et pendant ce temps, mon mari, il était à Ruffieux. On avait donc 2 magasins. Et puis, au bout de 15 ans, eh bien, on a construit, c'est-à-dire il s'est construit sur la place, le gros bâtiment, là, où il y a la pharmacie et donc la boucherie, et puis il y avait le kiné à cette époque. Et donc, on a fait le magasin ici, qui est la boucherie d'aujourd'hui. Et on avait la boulangerie vers l'église. Il y a une petite ruelle, et donc on était là. Alors le dimanche, après la messe, bien sûr, il y avait beaucoup de monde. On faisait des couronnes, on faisait des boules, des parlons, des flûtes, des baguettes. Le vendredi, samedi, dimanche, ils faisaient des brioches, des croissants. Puis ils faisaient de la pâtisserie, un petit peu, des choux à la crème, des tartes comme ça. Ben moi, je suis venue à Chandrieux parce que avant, je faisais l'école hôtelière à Châles. Et puis, ils m'ont placée à Chandrieux. C'est comme ça, quand j'ai fini mes examens, c'est comme ça que je suis restée à Chandrieux, que j'ai connu Chandrieux. Puis les patrons, ils étaient gentils avec moi et tout, c'est ça. Je faisais les chambres. À ce moment-là, ils avaient beaucoup de pensionnaires. Hein. Ils avaient 9-10 chambres. Mais, je commençais la journée à 7h. Et l'après-midi, comme elle me faisait faire tout le repassage. Je servais à table, et je faisais le repassage en servant au bar. Puis le soir, ça recommençait. Je faisais la mise en place au quand j'avais fini l'autre. On mangeait et je recommençais jusqu'à ce que ça finisse, quoi. Je servais. Ouais. Mais j'avais 15-16 ans, 17 ans. À un moment donné, la pharmacie, elle était au village de Vieux. Hein? On allait à la pharmacie à pied. Et oui, on allait chercher des médicaments là-bas à Vieux. Ou bien il y avait aussi parce que la pharmacie était là-bas. Où il y a maintenant la ferme du Saget. Je ne sais pas si vous savez. Vous savez ce que c'est, oui. Et c'était la pharmacie. Après, elle est venue là, la pharmacie.
le médecin. Il y en avait, au départ, c'était le docteur Euler, il était là-haut, vers chez moi, au chef-lieu, là-haut. Il y avait des commerçants qui passaient, ah ben oui, il y en avait pas mal. Hein. Il y avait un épicier qui était installé à Serrières, qui passait tous les mercredis, enfin une fois par semaine. Il était amusant ce monsieur, il s'appelait Molino. Il était d'ailleurs, c'était un cas parce que je me souviens de lui, il avait une camionnette Citroën, un tube. Dedans, c'était tout bien rangé, tout. T'allais acheter ton litre d'huile, il servait à la machine, là. Il avait un fût. Il faisait ses additions tout à la main. Et il n'y avait jamais d'erreur, il avait une grande liste comme ça, c'était impressionnant. Il y avait le rémouleur. Le rémouleur, c'est celui qui aiguisait tous les outils tranchants. Le fer-blantier, c'est celui qui réparait les casseroles, qui étaient faites en fer blanc. S'ils avaient besoin de soudure, eh bien, il faisait une soudure. Il y avait le vitrier qui passait. Vitrier! Non. Il y avait le matelassier qui passait et qui refaisait les matelas sur place à la maison. Hein? Donc, il décousait, enfin, il ouvrait le matelas, il sortait la laine et ils avaient un appareil qu'on appelait ça une cardeuse pour carder cette laine, c'est-à-dire que ça l'aérait. Hein. C'est sûr que le matelas, après, il faisait du volume. Alors, le matelassier, il passait à la maison. Ah. Et Tromboto. Un monsieur qui s'appelait Tromboto, il achetait les peaux de lapin. Alors il criait « Et la peau !» Il y avait un type de vionce qui passait vendre ses pâtes, mais il travaillait beaucoup parce qu'il allait chez tous les paysans. Il vendait les bleus de travail, les chemises, des machins comme ça. Il faisait fortune. Hein. Il ne faisait pas sa tournée pour rien, hein. À tout point de vue, hein, d'ailleurs. Je veux dire, à l'époque, il ne rentrait pas toujours à vide, hein, la camionnette. Mais bon, il n'a jamais eu d'accident. Mais il n'allait pas vite. Ah oui, Pépé. P-E-P-E-Y. Pépé. Ah ben Pépé. Ah ben bien sûr. Et oui, c'est difficile d'expliquer une vie parce qu'on avait des clients qui étaient très fidèles. Aujourd'hui, le jour où les magasins ont démarré, les grands magasins, ça n'a pas fait tellement de tort pour nous au départ parce qu'on avait quand même une clientèle. Mais nous, on avait des clients qui étaient fidèles. On voyait toujours nos mêmes clients. On en avait d'autres, bien sûr, l'été, parce que l'été, il y avait énormément de monde à Chandrieux. Hein. Ça doublait, si ce n'était pas plus. Hein. C'était énorme l'été. Hein. Mais on avait des clients fidèles. C'était une famille, la clientèle, c'était une famille. Parce qu'on connaissait tout le monde, et puis ils étaient sympathiques avec nous, et puis voilà, c'était une vie de famille. C'est pas comme aujourd'hui où les gens vont un peu partout, et c'était pas pareil. Ah ben, puisque je suis sur les marais, je vais faire une petite anecdote. Les marais, disons, c'est important sur la commune de Chandrieux. C'est quelque chose d'important. Alors vous aviez déjà une partie qui est située le long des terres, disons, agricoles, des bonnes terres. Là, c'était des propriétés privées. Beaucoup de personnes, enfin nous personnellement, et bien d'autres, avaient une parcelle ou plusieurs parcelles. Et puis en bas, c'était les communaux. En bas, c'était les communaux qui appartenaient à la commune de Chandrieux, et c'est toujours les communaux aujourd'hui. Ils étaient répartis en lots d'environ 1 hectare. Et chaque agriculteur pouvait en disposer par tirage au sort en s'inscrivant à la mairie. Voilà. Et puis la date de fauche était réglementée.
elle se faisait à partir du fin juillet, début août. Donc on ne pouvait pas y aller, par exemple, avant, c'était pas possible. Il y avait 2 dates. Il y avait une date pour les veuves et une date pour les autres. C'est-à-dire que si on remonte par le passé, la solidarité faisait que les voisins coupaient le lot des veuves avant les leurs. Il fallait qu'ils coupent le lot des veuves avant de couper les leurs. Vous voyez? Ils appelaient ça la blache. C'est pas du foin dans les marais, c'est un truc spécial quoi, qui pousse là-bas. Et c'est ça qu'ils fauchaient pour mettre sous. Pour étaler sous les vaches, là, pour qu'elles soient. La paille, c'était la paille qu'ils mettaient aux vaches. Parce que ça se mangeait pas, ça, je crois. Je pense pas. C'était pas riche, mais aimé parce qu'ils devaient prendre par terre pour manger. Donc on leur en mélangeait un peu avec des trucs, des luzernes, des choses comme ça, des trèfles. Et à cette époque-là, je me rappelle, moi j'étais souvent en short parce qu'on n'avait pas trop se payer les pantalons. On avait une faucheuse qui était tirée par des bœufs, qui allait évidemment pas trop vite. Et j'avais les genoux en sang, tellement que je me tapais sur les genoux avec ces moustiques. Moi je me rappelle, on ne pourrait pas rester une seconde à l'arrêt, il fallait être toujours en mouvement. Ah oui, parce que les moustiques, et on y allait avec des manches, des gilets en pleine chaleur. C'était au mois d'août. Oh bah c'était terrible. Hein. Et puis dans le marais, c'est plein, il n'y avait pas d'air, une chaleur humide. Même les animaux, hein. Puis ils propageaient les maladies. Hein. La myxomatose des lapins, les moustiques la propageaient. Hein. Ils allaient piquer les lapins sauvages. Hein. Ils venaient piquer les lapins domestiques et ils propageaient la myxomatose hein, avec leur transfert. Là. Comme maintenant ils peuvent propager le chikungunya ou la dengue. Ah oui, ça, les moustiques, ça a été une sacrée époque. Hein. Alors les gens s'enduisaient de crème. Ça faisait le bonheur des marchands de saloperies comme ça. Ça servait pas à grand-chose, mais ça fait rien. On disait donc les gens achetaient. Je me rappelle quand chez le Père Sanet, là-bas, on faisait du feu dans la cour pour faire la fumée, pour pouvoir se libérer un peu. Oh oui, après, c'était incroyable ce qu'il y avait. On était noirs de moustiques. Il y avait Édouard Nelf qui passait avec sa machine, un vaporisateur qui avait monté jusque dans les touvières, en haut de chez nous. Qui mettait pour les moustiques, mais c'était incroyable. C'était envahi. Hein. C'est là qu'est arrivée la démoustication. Puis à l'époque, il y avait de la neige quand même. Hein. Parce que je me souviens, ici, il y avait de la neige et on faisait la chasse parce que mon père, il mettait du gravier. Et nous, on voulait faire de la luge dans le village. On se pétait. Mais c'était bien. La route, elle était blanche et dure et tout. Hein. C'était super. Ça nous a appris à rouler sur la neige. On faisait de la luge. On faisait de la luge sur nos cartables aussi en descendant à l'école. Ça n'a pas arrangé les cartables. On allait à l'école avec des robes. On avait les genoux tout gelés. Hein? On avait des robes, on n'avait pas de pantalon à l'époque. On avait un tracteur, un vieux tracteur. On avait monté à la place de la roue, une roue comme on voit sur les téléskis, où le câble passait dedans. Et on avait une autre poulie, gros, c'était des pistes qui faisaient 200 mètres, hein, pas plus, 200 mètres. Ouais. Et ce tracteur, eh bien, on bloquait le différentiel pour que la roue tourne à une certaine vitesse,
pour entraîner ce câble. Et on avait un système un peu spécial, tout simple. Chacun pouvait avoir ça dans sa poche, bien sûr. C'était une ficelle avec une espèce pour s'accrocher au câble. Et qui arrivait au sommet, il y avait un système qui se décrochait. Puis on mettait dans la poche et on descendait. Et beaucoup de gamins, moi je sais que mon fils, qui avait 5 ans, il a appris à skier là, comme d'autres de son âge. Et puis aussi, la neige commençait à manquer. Il y a des hivers, ça durait peut-être 1 mois, pas plus. Alors, il y avait toute une organisation à faire, un montage à faire. Ça prenait du temps. Voilà, ça c'est un détail sur le climat, si on peut dire. Et ça va bien avec, parce que, je dis bien, maintenant, il n'y a même plus de neige au Sapnais. Autrement, des années de sécheresse aussi, on a eu, et puis les inondations. En 1944, on a eu dans la même année les marais recouverts d'eau, avec la route qui va sur Aix. Il y avait 1,40 m d'eau sur la route. À Chandrieux, pour aller à la gare, il fallait qu'ils prennent le bateau, hein, il y avait plein d'eau. Hein. Et à Pras, c'est pareil, hein, ça a été bien barré cette année, hein, je crois en 2 fois. Hein. Il y a de l'eau quand personne ne passait. Hein. Normalement, il y avait 2 inondations par an. Au printemps, à la fonte des neiges, quand il y avait fonte des neiges plus pluie, donc le Rhône débordait. Et en automne, au moment des pluies d'automne, donc le Rhône redébordait. Et puis, bon ben, de là évidemment, moi rapidement, je me suis tourné un peu du côté du lac, hein, puisqu'on est un peu au bord du lac. Donc j'ai rapidement appris à nager au lac. On avait notre plage, à l'époque c'était notre plage, à l'époque il n'y avait que nous. Bon, il n'y avait que nous à l'époque. On partait au début des vacances avec nos planches, on ramassait les cailloux là-bas, on faisait notre plongeoir. À la fin des vacances, le plongeoir était à peu près terminé. Avec nos grosses boues, bon, on a tous appris à nager à la maisonnette. La maisonnette, c'est quand on est à Champfleury. Bon, là, il y a Groisvin, puis après on redescend. Le dernier village avant le passage à niveau, c'est Champfleury. Et il y a une route qui descend. Ça appartient à la SNCF. Et on y allait, bon, c'était pas comme, il n'y avait pas les maisons d'aujourd'hui, c'était tout agricole ici. Donc on partait d'ici, à travers champs, on y arrivait direct. On ne traversait pas la route. Hein. Alors la molasse, oui, mes grands-parents, du côté des parents de ma grand-mère, c'est-à-dire de la femme de mon grand-père, qui habitait Chandrieux, l'hiver était carrier, quoi. Ils étaient agriculteurs, mais ils avaient une carrière de molasse, donc ils extrayaient la molasse, quoi. Alors au début, ils extrayaient, c'est-à-dire qu'en période intermédiaire, ils creusaient des trous dans la molasse, avec des espèces de baramines, quoi, etc. Et quand le froid venait, ils mettaient de l'eau, et cette eau faisait casser les blocs de molasse, quoi. Ça décrochait les blocs de molasse. Et les blocs de molasse, ils les taillaient avec un pic, qui était bien fait d'ailleurs, parce que chaque fois que vous taillez la molasse avec ce pic, vous n'aviez aucun débris qui revenait contre vous. Les débris partaient contre le rocher, enfin contre la molasse, quoi. Ils avaient monté une grue, il y avait une grosse grue pour charger, et tout partait avec les bœufs, les chevaux, quoi. Et cette molasse était faite pour les maisons, les encadrements de portes, de fenêtres, d'ailleurs partout vous voyez de la molasse. Et une partie partait sur la Suisse, quoi. Et sur Genève, Lausanne, ça partait là-bas, quoi. Voilà un petit peu les carrières de molasse de l'époque.